Vous êtes sur RTI1, la chaîne nationale ivoirienne. Bonjour et bienvenue dans le 13h. Le président Alassane Ouattara a dîné mardi soir avec le président français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée à Paris. Les deux chefs d'État ont abordé les sujets de relations de coopération entre leurs deux pays, ainsi que les questions sous-régionales comme la situation politique au Mali et en Guinée. Dans la lutte contre la percée du coronavirus, la Côte d'Ivoire continue de bénéficier des dons de vaccins de l'initiative COVAX. Le ministre de la Santé vient de réceptionner plus de 124 000 doses de vaccins AstraZeneca en provenance de l'Italie. De quoi accentuer notre lutte contre le monstre Covid, à suivre dans 5 minutes environ. Par décret présidentiel, le président de la transition guinéenne a opéré de profonds remaniements au sein de l'armée. Au total, 42 généraux considérés comme piliers de l'ancien régime ont été purement et simplement mis à la retraite. Dans le contexte guinéen, ils sont nombreux à se demander ce que cachent ces importants remaniements. Mardi dernier, le président Alassane Ouattara était invité à dîner par son homologue français. Au cours du repas, les deux chefs d'État ont évoqué les dossiers ouest-africains les plus sensibles, notamment les transitions au Mali et en Guinée. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France étaient aussi à l'ordre du jour. Le Premier ministre, lui, est sur place ici en Côte d'Ivoire. Il a inauguré cette semaine un nouveau centre digital dans la commune du Plateau, un centre de 1200 mètres carrés qui réunit en un même lieu 4 programmes stratégiques qui vont de la formation des jeunes au numérique à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up et l'investissement dans ces dernières. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Former plus de 2000 jeunes d'ici 2022 et créer plusieurs centaines d'emplois dans le secteur du digital. C'est l'ambition de l'Orange Digital Center qui a été inauguré mardi par le Premier ministre. Le dispositif que vous avez ici est un dispositif qui permet à n'importe quel jeune Ivoirien, quel que soit son niveau de qualification, diplômé ou pas diplômé, de pouvoir apprendre gratuitement à coder, de pouvoir expérimenter, de pouvoir être incubé, d'être accéléré s'il crée sa start-up et aussi éventuellement d'être financé par un fonds que Orange a créé et qui est dédié à l'investissement, à l'accompagnement des start-up. Ouvert à tous, ce centre digital devra participer au développement du capital humain de qualité dans l'économie numérique nationale. Nous devrons former de plus en plus de jeunes dans le domaine du digital. Nous allons aussi devoir les former aussi bien au digital qu'à l'entrepreneuriat. Mais surtout, nous devons faire en sorte qu'ils puissent monétiser les idées. C'est bien de former, c'est bien d'innover, c'est bien d'avoir des idées, mais si on n'arrive pas à les monétiser, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour le chef du gouvernement, c'est là la volonté précise du chef de l'État, tourner notre économie vers le digital, outiller la jeunesse. Cet espace de modernité et de technologie incarne 3 priorités chères à la vision 2030 portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Premièrement, offrir des perspectives de formation en matière d'économie numérique et, in fine, des emplois à notre jeunesse. 2. Tourner résolument notre économie vers le digital en facilitant l'appropriation des technologies du futur, à l'image de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Et enfin, 3. Multiplier les partenariats avec le secteur privé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Ici, vous aurez libre accès à du matériel et des logiciels de pointe, à des formations pratiques, afin de vous préparer aux enjeux passionnants des métiers du numérique. La Côte d'Ivoire entend se positionner ces prochaines années comme le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo. Et si on parlait maintenant du coronavirus, ce virus insolent qui continue sa route, ce virus qui nous impose son dictat.
C'est une excellente nouvelle, un soulagement véritable. Aucun mort de Covid n'a été enregistré hier. Ce n'était pas arrivé depuis quelques semaines. Continuons de protéger notre santé en portant les masques et en nous faisant vacciner. On a quand même recensé de nouvelles contaminations, 24 au total. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 60 902 malades de Covid depuis mars 2020 et depuis lors, nous avons perdu 672 personnes. Il faut se faire vacciner. Et justement, encore un arrivage de milliers de doses de vaccins pour les populations vivant en Côte d'Ivoire. 124 800 doses exactement du vaccin AstraZeneca ont été réceptionnées hier soir par Pierre Demba, le ministre de la Santé, et Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant la ministre des Affaires étrangères. C'est un don du gouvernement italien pour nous appuyer dans la lutte contre la propagation de la maladie. Théodore Zouzou et Franck Quadio étaient hier à l'aéroport pour l'accueil de cette importante cargaison. L'Italie, à travers l'initiative COVAX, offre 124 800 doses de vaccin AstraZeneca à la Côte d'Ivoire. Le premier du genre dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays depuis l'avènement de la Covid-19. Ces dons témoignent l'amitié et les liens de solidarité entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison-là que l'Italie reste engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans les efforts contre la Covid. Recevant ces doses de vaccin AstraZeneca cet après-midi du mercredi 13 octobre, les ministres Kobenan Kwasi Adjoumani, représentant la ministre des Affaires étrangères, et Pierre Demba, de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ont traduit la reconnaissance du gouvernement ivoirien à l'Italie. Je voudrais remercier nos amis et frères d'Italie, grâce au leadership du chef de l'État et à l'implication de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous avons pu avoir des dons de pays frères et l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à acheter des vaccins. Il s'agit de protéger la vie des Ivoiriens. Et je voudrais saisir l'opportunité pour les inviter encore une fois à la vaccination. Il est du devoir du gouvernement de procurer aux Ivoiriens des vaccins. Mais c'est une obligation pour les Ivoiriens d'aller se faire vacciner. Avec ce don, la Côte d'Ivoire enregistre 5 699 470 doses de vaccins, soit 1 896 290 doses de vaccins AstraZeneca. À ce jour, ce sont un peu plus de 2 600 000 personnes qui ont été vaccinées. Mais la pandémie de Covid ne doit pas nous faire oublier les autres maladies, des maladies contre lesquelles aussi il faut se faire vacciner, notamment la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. La campagne nationale commence d'ailleurs demain 15 octobre sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, le programme élargi de vaccination sollicite la pleine contribution des journalistes de Côte d'Ivoire. Eugène Atoubé. La contribution des médias encore sollicitée pour la réussite de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Une équipe du PEV, programme élargi de vaccination, explique aux professionnels des médias et aux journalistes l'enjeu de cette campagne et ce que le programme attend des médias en termes de production télé, radio et presse. Objectif, donner un large cours au déroulement de cette campagne. On considère les journalistes comme ceux-là même qui doivent seulement relayer. Si on est mieux imprégné, si on est mieux impliqué, on peut mieux relayer, on peut plus efficace au niveau du battage médiatique autour de cette campagne-là. Dans la stratégie d'approche, dans la stratégie de communication, il faut intégrer les journalistes et les moyens doivent suivre. Le programme élargi de vaccination indique qu'il s'agit d'une campagne de suivi et les cibles les enfants de 9 mois à 5 ans. Ce sont près de 6 300 000 enfants vaccinés pour la rubéole rougeole et environ 1 525 000 pour la poliomyélite. Avec l'apport des médias, le PEV table sur un objectif de plus de 95% pour chaque antigène et espère la mobilisation totale des ménages. Les médecins chefs de district vont faire des programmes de passage dans les quartiers. Déplacez-vous pour aller vers ces sites pour faire vacciner votre enfant. La vaccination permet des avancées notables. Faisons confiance à la vaccination et faisons vacciner nos enfants. Ne vous fiez pas aux rumeurs, aux tabous, qui n'ont pas de base scientifique. La campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole rubéole, intégrée à la vaccination de rattrapage
contre la poliomyélite va se dérouler dès demain, 15 octobre, jusqu'au 20 octobre prochain. Sa finalité, contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole et permettre à la Côte d'Ivoire de maintenir son statut de pays libre de poliomyélite. Nous sommes en octobre, le mois de la lutte contre le cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme en Côte d'Ivoire. Voilà déjà plusieurs années que le Rotary Club Abidjan Akwaba a déclaré la guerre à la maladie. Et plus que jamais, le club service sensibilise et procède à des séances de dépistage de masse afin de freiner l'avancée de ce cancer. Salimatou Dia était au lancement de leur campagne Octobre Rose, son compte rendu. Octobre Rose 2021, c'est aussi le mois de lutte contre le cancer du sein pour le Rotary Club Abidjan Akwaba. Une tournée de dépistage est prévue pour un diagnostic précoce. Donc Akwaba, qui a été durement impacté par le cancer, notamment avec la perte de personnes chères du club. Donc nous avons décidé d'en faire notre cheval de bataille. Donc depuis 2 ans et bientôt 3 ans, nous avons axé tous nos efforts sur la lutte contre le cancer du sein. Les régions du Tchologo et du Zanzan sont les zones choisies pour sensibiliser et dépister la jante féminine. Nous sommes soucieux d'apporter notre contribution aux efforts du gouvernement à l'effet de changer des vies. Changer des vies, garantir un avenir de santé aux femmes, aux hommes, aux enfants, notamment les personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, il existe un vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Alors, il importe que les parents fassent vacciner les petites filles de 9 à 14 ans. Notre action se traduit par la sensibilisation. Cette campagne Octobre Rose 2021 enregistre le parrainage du président du conseil régional du Tchologo, Téné Ibrahima Ouattara. Les campagnes de dépistage auront lieu dans les structures sanitaires afin de coupler également avec la vaccination contre la Covid-19. Du côté de Toumoudi, au centre de la Côte d'Ivoire, la ministre gouverneur est sur un autre front, celui de la lutte contre l'orpaillage clandestin. Raymond Goudou-Kofi exhorte les populations du Bélier à s'approprier le combat contre les activités clandestines de l'orpaillage. Reportage Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Toumoudi boucle la série de rencontres de prise de contact de la ministre-gouverneur du district autonome des Lacs avec ses administrés. Ici, Goudou-Kofi a voulu être plus clair avec ses parents de la région du Bélier, dont la venue massive à son appel lui a donné du baume au cœur. Raymond Goudou-Kofi, dans un langage direct et franc, est revenu sur les différentes missions à eux assignées par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Entre autres, la planification des actions du gouvernement au niveau local, dont la santé, l'agriculture, la formation, l'électrification, etc. De même, le contrôle de la bonne fin des opérations spécifiques de développement décidées par le gouvernement. Cela sous le regard du Premier ministre et du chef de l'État. Le réveil des livres blancs fera aussi partie des missions. Et ces différents livres blancs avaient été présentés à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lorsqu'il faisait ses visites d'État, il demande donc au ministre-gouverneur autonome des districts de ressusciter, comme on dit, ces livres blancs, que nous puissions mettre en place des comités avec à leur tête le ministre-gouverneur, les préfets, pour que nous puissions, avec les différentes couches constituées de la population, regarder ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. La ministre-gouverneur évoque également leur rôle dans la sécurité. La sécurité due à l'orpaillage, les conséquences de l'orpaillage. Ces fossoyeurs qui tuent nos rivières, qui tuent nos lagunes parce que justement, ils extraient les minéraux avec de l'arsenic. On a de moins en moins de poissons et surtout de moins en moins de poissons de bonne qualité. Et malheureusement, le cancer se développe parmi aussi bien les femmes que les hommes. Donc, je vous confie cette mission-là pour que, ensemble, nous prenions cette affaire à bras le corps et que nous puissions sauver nos populations. Élus et chefs coutumiers de la région du Bélier réaffirment leur soutien aux actions du district autonome. Le district autonome des Lacs est composé des régions du Bélier, du Nzi et de Ifou. Ces actions donneront un coup d'accélérateur au développement de ces 3 régions.
On en vient maintenant à cette table ronde qui avait pour thème la dimension genre de la corruption en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a rassemblé de nombreux experts et des membres de la société civile à l'initiative du ministère de la lutte contre la corruption et de quelques partenaires, notamment la coopération allemande GIZ. Les détails avec Dangui Dangui. La pauvreté, les inégalités et les conflits prennent souvent racine dans la corruption, selon les experts, qui estiment par ailleurs que le phénomène constitue une menace grave à la promotion et à la défense des valeurs fondamentales que sont la démocratie et les droits de l'homme. À la recherche de solutions efficaces contre ce phénomène, la Côte d'Ivoire et ses partenaires veulent élever leur niveau de compréhension des liens entre le genre et la corruption. C'est l'un des centres d'intérêt de la table ronde de 2 jours sur la dimension genre de la corruption qui a eu lieu à Abidjan ce mercredi, à l'initiative du ministère de la lutte contre la corruption et ses partenaires financiers et techniques. Au cours de ces 2 jours de travaux, après avoir défini plus haut l'objectif recherché, il sera question de présenter, réfléchir et discuter les résultats de l'étude conduite sur le genre et la corruption en Côte d'Ivoire, de présenter et discuter le travail mené par l'ONUDC au niveau global sur le genre et la corruption, y compris les conclusions du rapport dédié intitulé « Il est l'heure ». La plupart des experts et membres de la société civile représentés à cette table ronde sont convaincus que le règlement de la question des inégalités entre l'homme et la femme dans l'administration publique réduirait considérablement le niveau de corruption dans les pays. Autre lieu, autre atelier, autre objectif. Le caucus des femmes leaders du Sénégal, 2 autres instituts en partenariat également avec la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision ont organisé cet atelier pour tenter d'identifier les freins à la grande participation des femmes à la politique. Leur objectif est d'élever le taux de représentativité féminine dans les instances de décision. Le reportage de Laure Goretti. Pourquoi les femmes et les jeunes participent faiblement au débat public, malgré les efforts consentis pour leur contribution dans les prises de décision? Pour mieux appréhender la question, les femmes des partis politiques, de la société civile, des ONG et institutions se sont retrouvées pour tenter de trouver des réponses. Nous, les jeunes femmes, nous avons aussi le droit de prendre la parole en public, d'aller au-delà, mais surtout de pouvoir participer dans les débats et dans les décisions politiques. Nous pensons qu'il est grand temps pour les femmes et les jeunes d'être au devant du débat politique en Afrique. Car à vrai dire, nous sommes les plus outillés pour servir nos partis respectifs. Les femmes continuent à être sous-représentées dans les sièges politiques et dans la prise de décision dans l'espace politique et public. Pour changer le discours, les attitudes et pratiques dominantes, il est nécessaire de renforcer la sensibilisation, d'examiner les obstacles, de responsabiliser les champions du changement identifiés et de promouvoir des actions pour faire avancer la situation. À travers ce programme dénommé Women Political Participation, elles veulent identifier les principaux obstacles qui affectent leur participation à la politique et à la prise de décision. Nous avons vraiment confiance en cet atelier. Les femmes seront suivies. Il y aura un comité de suivi, de planification, de sensibilisation et donc de formation qui va accompagner ces femmes-là sur des thématiques différentes jusqu'au moment des élections. Cet atelier est initié par le caucus des femmes leaders du Sénégal, l'Institut fondamental d'Afrique noire, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, en partenariat avec la chaire UNESCO Femmes et pouvoir de décision. Le programme établi dans 8 pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, vise à corriger la faible participation des femmes et des jeunes à la gouvernance élective. Un reportage de Laure Goretti, commenté pour vous par Abou Sanogo. Le poste de contrôle mixte de Thiémesson dans la sous-préfecture de Guéyébli à Diokoué a essuyé des coups de feu de 2 inconnus à moto dans la nuit du 12 au 13 octobre. Le poste de contrôle est tenu par 4 gendarmes et un agent des eaux et forêts. Le bilan est de 2 morts. Il s'agit du gendarme MDL Insensan et de l'agent des eaux et forêts, l'adjudant Egny et Joseph. La Légion territoriale de la gendarmerie de Mans et 2 pelotons escadrons Mans sont sur les lieux pour le ratissage.
Nous sommes dans l'ouest montagneux ivoirien. On y reste encore un moment. On part à Douba cette fois, un village de la commune de Benoué à la frontière ivoiro-libérienne. Un village reculé mais dont le développement préoccupe si profondément les gouvernants. Douba vient d'être raccordé au réseau électrique national. La joie des populations est immense. Elles l'ont manifesté cette semaine en présence de notre correspondante Eve Bouy. Par ce geste, Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkbi, relie la localité de Douba au réseau électrique national. Douba est un village de 1000 âmes situé à 3 km de Benoué à la frontière ivoiro-libérienne. Les populations, dans toute leur diversité, sous l'impulsion de la mutuelle de développement, célèbrent la lumière. Elles sont ainsi reconnaissantes au président Alassane Ouattara pour l'ensemble de ses actions de développement qui améliorent de jour en jour leurs conditions de vie. Maintenant, là, on a eu le courant, les poteaux partout dans le village, on a une joie pour qu'on va réaliser beaucoup de choses. Les yaourts, de l'eau glacée, on a besoin de ça aussi. Avant l'accession de Dr Alassane Ouattara à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, la commune de Benoué, composée de 22 villages, n'avait que 5 villages électrifiés. Aujourd'hui, il ne reste que 4 villages qui n'ont pas encore de poteaux électriques. La plus grande attente des populations de Benoué a toujours été le bitumage de l'axe tout le plus zouaounien. Cela est en train d'être fait. Le parrain de la cérémonie, le ministre Diomandé Vagondo, à son tour, salue la gouvernance du chef de l'État. En quelques années de gouvernance, les résultats sont exceptionnels. Je parle de la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui tient à ce que la Côte d'Ivoire soit un pays développé le plus tôt possible. Il a en outre félicité la mutuelle de développement pour cette initiative et n'a pas manqué d'inviter l'ensemble des fils et filles de Douba à plus d'union, plus de solidarité pour développer davantage leur village. Et bientôt, les jeunes de Douba disposeront d'un foyer offert par la mutuelle avec un appui du parrain. Allons-y maintenant à Marabadiassa, département de Béoumi. Sidi Tiemoko Touré vient d'y inaugurer une cantine scolaire, celle de l'EPP Bouakama. Un bonheur pour les élèves de la localité. Un reportage de Kwadio Kwame et Soro Corona, RTI Bouaké. Instant de joie à Bouakama, sous-préfecture de Marabadiassa, à l'inauguration de la cantine de l'école primaire du village. Dojan Alexis de l'IEP. Botro traduit la joie de voir ses enfants bénéficier de meilleures conditions d'études et fait part du triste bilan des examens à grand tirage des années passées. Ce tableau sombre est dû au manque d'enseignants, de matériel didactique et d'écoles maternelles. Le premier responsable de l'éducation de Botro a assuré qu'avec un peu de soutien, les défis énumérés peuvent être relevés. Sidi Touré a salué la vaillante population de Bouakama qu'il a rassuré de la bienveillance du gouvernement. Cette localité a été pendant longtemps une localité déshéritée sur le flanc des différentes infrastructures scolaires. Et nous avons commencé par l'équipement de plusieurs villages en matière d'établissement scolaire. Aujourd'hui, c'est la cantine de Bouakama. Nous espérons pouvoir continuer sur la liste des besoins des populations en termes de suivi de leurs enfants. Bouakama est une école de 6 classes et une maternelle non encore fonctionnelle. 3 enseignants y sont en service. L'établissement compte 146 écoliers. Ils étaient une cinquantaine, ces participants venus de Doropo, ici en Côte d'Ivoire, et de la province de Poni, au Burkina Faso. Ils ont pris part la semaine dernière à la mise en place d'un cadre de concertation rassemblant les acteurs frontaliers des deux pays, de quoi unir leurs forces pour lutter efficacement contre le terrorisme. La rencontre a été initiée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. On en sait plus avec Herman Yamie. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso rencontrent à leurs frontières communes des problèmes similaires et récurrents, notamment les incursions djihadistes qui ont déjà fait de part et d'autre de nombreuses victimes. Les deux pays sont donc engagés pour asseoir une stratégie commune afin de lutter contre toutes les formes d'extrémisme. C'est tout le sens de cette rencontre
initiée par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Elle a réuni une cinquantaine de participants venus de Doropo en Côte d'Ivoire et de Pony au Burkina Faso. Cette rencontre est la bienvenue parce que nous avons des problèmes, nous avons des difficultés de gestion au niveau de nos deux frontières. Alors en attendant que la matérialisation ne soit faite, nous avons jugé bon de nous rencontrer et d'asseoir un cadre de concertation entre nos deux départements. Un cadre consensuel sur tous les plans, le plan sécuritaire, éducatif et sanitaire. L'opportunité d'une telle rencontre, c'est qu'elle va nous permettre d'échanger des informations et surtout d'harmoniser nos actions au quotidien que nous gérons au niveau de la zone frontalière. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso entretiennent depuis belle lurette des relations informelles. Ce cadre de concertation et d'échange offre désormais l'opportunité aux deux pays d'harmoniser leurs actions dans la lutte contre le terrorisme. Depuis le mois de mars, le secrétariat exécutif et le secrétariat permanent ont entrepris une mission de vulgarisation de l'accord cadre qui a été signé en 2019 entre les deux États. Et je pense que cette rencontre s'inscrit dans cette logique, dans cette suite-là, pour que, au-delà de ce qui a été dit au niveau central, qu'au niveau local, il puisse y avoir des initiatives entre donc, les départements de repos en Côte d'Ivoire et la province de Pony au Burkina Faso. Donc nous, Commission nationale des frontières, nous sommes là, en tout cas pour leur apporter un appui technique dans la mise en place de ce cadre de concertation-là. À l'issue de cette rencontre, les participants ont décidé d'asseoir une périodicité pour que ces rencontres soient mensuelles ou bimensuelles afin de juguler cette menace terroriste. La Coupe d'Afrique des Nations de foot 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire. La grand-messe du roi du sport roi se prépare depuis plusieurs années déjà avec un comité d'organisation mis en place, comité dénommé le COCAN. Et justement, le président du comité a entamé depuis quelque temps une tournée dans les institutions en rapport avec la Coupe d'Afrique. Cette semaine, François Amicha a rencontré le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie. Le témoignage de nos confrères de RTI Sport, Ngamblé Konaté et Jean-Sylvain Ressot. Quel pourrait être le niveau d'implication du secteur privé dans l'organisation d'un événement sportif de l'envergure de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ? Une problématique qui était au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et les chefs d'entreprise réunis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Faisant l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023 attribués à la Côte d'Ivoire, François-Albert Amicha, entouré de ses plus proches collaborateurs, a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des travaux avant de solliciter l'implication du secteur privé pour élever les défis liés à l'organisation de la CAN. Nous vous proposons de mettre en place un comité COCAN, CCCI, afin que, ensemble, nous puissions définir des domaines de coopération, des domaines de partenariat, afin que la CAN 2023 soit le reflet de la Côte d'Ivoire tel que voulu par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Des échanges d'une cinquantaine de minutes au cours desquels le président de la Chambre de commerce et d'industrie a réitéré la volonté et l'engagement de son institution à accompagner le COCAN. Dans tous les secteurs d'activité, il y a l'hôtellerie, il y a le tourisme, il y a le transport logistique, il y a ce qu'on appelle également l'événementiel. Nous allons nous réunir et mieux nous organiser pour être présents à toutes les étapes de ce grand événement dont nous sommes fiers et pour lequel nous sommes mobilisés, en tout cas au niveau du secteur privé. Avant de prendre congé de ses hôtes, François-Albert Amicha a remercié chaleureusement les membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie en espérant les retrouver bientôt en vue de mettre en place une plateforme collaborative. On commence l'actualité internationale en Guinée. Dans une série de décrets publiés mardi soir, 12 octobre, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a procédé à d'importants remaniements au sein de la haute hiérarchie militaire. Les piliers de l'ancien régime déchu d'Alpha Condé ont été simplement mis à la retraite par les nouveaux maîtres de Conakry. Ancien président de la transition militaire de 2009 à 2010, le général Sekouba Konaté fait également partie des
généraux mis à la retraite. Ces changements dans l'armée interviennent alors que les Guinéens attendent avec impatience la nomination du futur gouvernement. Éric Zemmour agite le début de la campagne présidentielle en France. S'il n'est pas encore officiellement candidat, il en a tout l'air. L'ex-polémiste de CNews et du Figaro grimpe dans les sondages et commence à inquiéter les états-majors à droite et à l'extrême droite. Il tient des meetings, enchaîne des interviews et pourtant, il laisse toujours planer un faux suspense. Éric Zemmour a envie d'être candidat et on le voit mal s'arrêter maintenant. Pas encore candidat, il remplit les salles et menace Marine Le Pen dans les sondages. C'est ici qu'on s'arrête pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Ce journal, vous pouvez le revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. Demain vendredi, mon dernier JT de la semaine. Bonne journée, bonne santé.